et je vous souhaite bienvenue à ce webinaire organisé en partenariat avec l'UMM et BPI France sur l'IA dans l'industrie. Moi, je suis Maria El Jaoudi et je fais partie de l'ADI, l'Agence de développement et d'innovation de Nouvelle-Aquitaine, et je co-coordonne le programme dynamique dont je vous parlerai tout à la fin, une petite présentation, et qui vise à vous aider, les industriels, à bien identifier et prendre en main les nouvelles technologies avancées digitales à base d'intelligence artificielle. Mon co-animateur aujourd'hui est Julien Morvan. Bonjour à tous, donc Julien Morvan de l'UIMM, et donc on co-organise ce webinaire pour le collectif France Industrie également. Donc merci à tous de vous être connectés nombreux ce matin. Vous êtes à 95 aujourd'hui en ligne à partager avec nous ce sujet. Donc on va essayer de dérouler le webinaire en deux temps. Un premier temps où nos experts qui nous ont fait l'honneur d'une présence aujourd'hui donc alimenteront les réflexions ce matin avant un temps de questions-réponses que vous pourrez alimenter. Donc, on va commencer par la présentation de nos intervenants. Donc, Jonathan Cassaigne, donc le référent expert IA et innovation chez BPI France. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin. Bonjour, et nous avons Philippe Bidot, qui est directeur scientifique à l'ONERA. Il fait partie du consortium Dynamique et Philippe fait plein de choses dans sa vie. Il accompagne aussi les entreprises et donne des cours. Donc, vous aurez l'occasion aussi de l'avoir dans ces accompagnements, peut-être au sein de vos structures. Merci Maria, bonjour à toutes et tous et merci à l'IEMM pour cette invitation et l'organisation de ce webinaire. Et puis avec moi en présentiel également, donc Jean-Luc Lanoël, donc qui dirige les entreprises Sotomeca et Cruanas et qui va nous faire un retour d'expérience sur un cas d'usage de l'intelligence artificielle appliquée à une entité de production. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, une toute première question, rentrant dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle? Est-ce que vous pouvez nous donner une définition et comment est-ce que ces technologies ont évolué ces dernières années? Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle essentiellement d'algorithmes, même si la partie matérielle a son importance, qui cherche à reproduire un certain nombre de fonctions qui sont celles mises en œuvre par le système nerveux central chez l'homme, percevoir, apprendre, raisonner, agir, parler, échanger, enfin toutes ces fonctions avec plus ou moins de niveau d'intégration qui permettent aujourd'hui d'envisager la création de machines dites intelligentes et puis aussi d'aider et d'assister l'homme dans un certain nombre de ses fonctions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que quand on parle d'IA, on parle de toute une zoologie de composants logiciels qui relèvent des technologies du connexionnisme, donc qui se basent principalement sur des données pour construire des modèles, des représentations, et une autre classe de technologies plus symboliques qui a dominé ces technologies l'IA pendant plusieurs décennies, qui, elle, sert à conduire des raisonnements à partir d'une représentation symbolique. Voilà, c'est plus sémantique. Ce sont deux technologies, si tu veux avancer d'un slide, Maria. Oui. Ce sont deux technologies qui aujourd'hui se combinent pour permettre la création d'architectures dites d'intelligence artificielle qui permet d'avoir des perspectives à la fois en capacité de traitement, mais aussi par le biais de l'insertion du symbolique, eh bien, des choses qui soient plus explicables dans leur mise en œuvre et donc induire un peu plus de confiance dans le déploiement qui est une partie tout à fait essentielle. Voilà, donc Oui, sans parcourir l'histoire, ce que je veux simplement rappeler, c'est l'IA, depuis sa création au milieu des années 50 en tant que telle, a connu diverses phases dans son développement. Les plus récentes, je pense, qui sont connues de tous ici, sont quand même, disons, l'avènement de l'apprentissage profond, et je rappelle l'importance qu'a eu Yann Lequin dans le développement de ces technologies, qui a été membre du Collège de France, qui a eu une chaire au Collège de France pendant plusieurs années, et puis, non pas une consécration, mais quelque chose qui
traduit l'importance de l'IA aujourd'hui, notamment dans le monde de la physique, par l'attribution du prix Nobel à 2 auteurs qui sont des pionniers dans le domaine des architectures neuronales. Voilà, donc ces technologies, leur développement s'est accéléré ces dernières années. Avance d'un slide, Maria, pour aller plus vite, s'il te plaît. Voilà, on a connu le déploiement de ce qui permet la mise en œuvre d'architecture d'apprentissage profond avec des moyens proposés par des grands majeurs de l'IA, que ce soit Google ou Facebook, qui permettent d'accéder à ces technologies, aux technologies d'apprentissage profond par l'open source. Et puis, n'oublions pas que la France aussi développe je parle de Skilllearn, qui est un développement réalisé notamment à l'INRIA, qui a comme ambition de nous donner conserver un peu de souveraineté dans l'accès à ces technologies. Voilà. Alors les choses les plus marquantes, les plus récentes, c'est l'évolution de ChatGPT que vous avez, je pense, tous expérimenté pour aborder des modalités beaucoup plus complexes qui permettent de gérer à la fois du texte, des images, de l'audio et ainsi de suite, de la vidéo, et puis qui commence maintenant à intégrer des capacités de raisonnement dans les architectures qui en font vraiment des outils qui sont tout à fait dignes d'intérêt, si je puis dire, dans l'ensemble des activités, et on va y revenir, qui peuvent être envisagées sur cette base-là dans l'industrie. Voilà, donc la chose qui démocratise un petit peu l'accès à l'intelligence artificielle, c'est ce qui est connu sous le nom d'IA générative, qui sont des représentations plus universelles issues de très grands modèles de données qui permettent d'envisager la réalisation de tâches extrêmement variées sur des jeux de données qui sont pas étiquetés, donc qui sont pris dans le flux du traitement de manière très dynamique, qui peuvent être complétés par des informations et des données relatives à des domaines plus spécifiques. Donc ça offre des perspectives tout à fait impressionnantes en matière d'usage et ça, encore une fois, démocratise leur accès pour des besoins qui vont, on en parlera juste après, de la création de contenu jusqu'à du développement de systèmes intelligents en passant par la production de code, ainsi de suite. Et derrière, il y a des technologies qui sont assez différenciantes, notamment les transformers, ces composants logiciels, ces architectures qui ont été proposées il y a maintenant 5 ans et qui donnent des capacités tout à fait particulières à l'IA générative. Voilà, je m'en tiens là, je laisse la parole à Jonathan. Ouais, je vais compléter du coup sur l'IA générative, sur la slide suivante. Là, je pense que je peux lancer la petite animation là, avec un clic suivant sur la gauche. L'IA générative, on en parle énormément depuis 2 ans. On a fêté fin 2024 les 2 ans de ChatGPT. Et en 2 ans, finalement, l'arrivée de l'IA générative a un petit peu tout changé dans le monde de l'IA. Parce que ça a eu un côté très spectaculaire. J'ai mis là quelques exemples ici d'animation de tableaux de maître. Côté spectaculaire, parce que ça a témoigné que ces 10 dernières années, là où l'intelligence artificielle a fait le plus de progrès, c'est sur des tâches liées à ce qu'on pensait, des tâches cognitives à haute valeur ajoutée, qu'on pensait l'apanage unique de l'humain, autour du langage, autour de la créativité, autour de l'innovation. Et ça, pourquoi ça a tout changé? D'abord, parce que quand on regarde les métiers qui sont le plus en lien avec ces tâches cognitives à haute valeur ajoutée sur lesquelles l'IA a fait le plus de progrès depuis 10 ans, ce sont les métiers d'ingénieur, de manager, de direction générale.
Et ça veut dire qu'on passe d'une IA qu'on voyait il y a encore quelques années, essentiellement comme une IA qui va venir automatiser des tâches à faible valeur ajoutée, comme une IA qui va également nous assister sur des tâches à haute valeur ajoutée. Donc on ne parle pas de remplacement de l'homme par la machine, mais on parle d'un coup de démocratisation de l'IA pour tous les métiers, pour tous les secteurs, parce qu'on va être tous concernés, on va tous devoir pouvoir travailler avec ces outils-là. C'est Ian Ferguson, qui est un sociologue de l'IA de l'INRIA, parle de moment smartphone de l'IA. Je trouve ça assez sympa comme formule. Il y a une vraie démocratisation et ça se témoigne dans les chiffres. On est passé de 2 ans en déclaratif de 1 à 50% des salariés français qui déclarent utiliser des outils d'intelligence artificielle pour leur quotidien professionnel. Donc c'est absolument considérable et on a déjà une partie du coup des salariés qui déclarent devenir dépendants de ces outils-là. Donc on voit qu'il y a une je dirais, le monde de l'entreprise s'empare de l'intelligence artificielle et malgré tout, on a encore un peu un parent pauvre là-dedans. Ce sont les plus petites entreprises, les PME et les ETI. On avait début 2024 que 15% des PME qui avaient intégré de l'intelligence artificielle dans leur entreprise. Ce chiffre, il a doublé sur la seule année 2024. Donc on voit bien qu'on est à un momentum et qu'il se passe des choses, notamment dans les PME et les ETI industriels. On reviendra juste après sur les usages. Mais il y a encore beaucoup à faire sur l'intégration de ces technologies au sein de l'entreprise. Et puis sur la slide suivante, si on passe, petit quand même, très humoristique pour aussi montrer, parce qu'on parle beaucoup d'IA générative, ça fait des choses spectaculaires, mais ça est comme toute technologie, ça aussi ses limites. Et c'est important dans le monde industriel parce que pour certains cas d'usage, on va avoir besoin d'une fiabilité à 100%. Et donc, dans le monde industriel notamment, on va, pour des cas d'usage professionnel, pas du tout uniquement se reposer sur l'IA générative, mais bien sur toutes les autres technologies qu'a présentées Philippe au départ, qui vont, pour certaines, avoir un niveau de fiabilité, de performance beaucoup plus adéquat avec le monde industriel. Vous voyez là, même si sur l'IA générative, on est aujourd'hui en capacité d'avoir des niveaux de performance qui les rendent exploitables dans le monde professionnel, on est aussi sur des technologies qui n'ont pas encore une fiabilité à 100%. C'était le petit trait d'humour propose à Microsoft Copilot, qui est pourtant une intégration professionnelle de l'IA générative, une recette de cuisine avec des œufs de mouton, ça ne le choque pas du tout. Si je ne suis pas un spécialiste, si je ne connais pas ce monde-là, je peux me faire avoir parce que la réponse a l'air extrêmement précise et véridique. Voilà. Oui, merci beaucoup, monsieur, pour le premier mot d'introduction. Je voulais juste dire un mot sur les questions. Si vous avez des questions à nos intervenants, n'hésitez pas peut-être à les poser dans le chat et moi je laisse la main à Julien parce que je n'ai pas la vue sur le chat, mais n'hésitez pas. Vous pouvez intervenir ou poser vos questions au fil de l'eau. Nous avons bien sûr un temps de questions-réponses réservé tout à la fin de notre réunion. Mais si vous avez des questions qu'on peut aussi glisser au fil de l'eau, bah, ça sera l'occasion. N'hésitez pas. Et puis, Julien, je te laisse pour regarder et intervenir aussi. Sans problème, et on vous confirme bien que le support vous sera envoyé, puisqu'on essaye de tenir l'exercice aussi d'un temps limité. Donc, le support vous sera bien envoyé à l'ensemble des participants. Vous êtes 123 avec nous ce matin. Bravo, oui. Et est-ce que du coup, pour moi, ça a bien été clair et précis, hein, que vraiment une petite explosion à laquelle nous assistons, la technologique, et qui continue à se déployer au niveau de toutes les sphères de notre vie, notamment dans les entreprises. Est-ce que Oui, tout à fait. Tout à fait. Si on regarde effectivement après Jonathan, oui, voilà. les cas d'usage dans les entreprises industrielles, aujourd'hui, on en retrouve tout au long de la chaîne de valeur. Donc là, j'ai un peu résumé, simplifié ça aujourd'hui, mais en prenant un peu de recul, on va avoir une première catégorie, si on va de la gauche vers la droite, autour des activités d'ingénierie, de recherche et développement, notamment autour de tous ceux qui vont avoir de la simulation, du design de produits, de la génération de processus, de formules. Là, les dernières technologies, notamment de l'IA générative, permettent de gagner un temps considérable sur cette phase-là. Sur des exemples un peu
un peu parlant, les grands laboratoires pharmaceutiques estiment qu'ils vont gagner divisé par 2 le temps de découverte de nouvelles molécules qui vont permettre de créer des médicaments grâce à ces technologies-là. On va avoir, mais de façon beaucoup plus terre à terre, ça peut être aussi, on en discutait avec un acteur qui fait de la peinture industrielle sur comment utiliser ces technologies-là pour concevoir des nouvelles peintures intégrant des nouveaux ingrédients, notamment plus naturels. On va avoir ensuite toute une catégorie de cas d'usage dans l'usine ou dans les ateliers. Que ce soit autour de la maintenance, alors je redonnerai quelques exemples de maintenance prédictive ou d'optimisation de maintenance curative, sur le contrôle qualité, sur l'optimisation des paramètres de production. Et pour tout ça, on va avoir besoin d'une fiabilité évidemment extrêmement élevée. Donc là, on va être plutôt sur de l'IA prédictive. On ne va pas utiliser ces nouvelles technologies d'IA générative. Ça, c'est des cas d'usage qui sont très matures, qui n'ont pas attendu ces 2 dernières années pour s'implémenter dans les entreprises, qui ont déjà des retours sur investissement qui fonctionnent bien quand on sait les intégrer à bon escient. On a beaucoup de choses aussi sur la partie logistique, l'optimisation, la prévision de la demande, l'optimisation du niveau des stocks, la planification de la distribution. C'est aussi des cas d'usage qui sont matures et qui s'appuient sur de l'IA prédictive. Donc ça, c'est vraiment le cœur on va dire, des grandes typologies de cas d'usage qu'on retrouve dans le monde industriel, avec un dernier que je détaillerai juste après, autour de la formation, de la continuité de savoir pour toutes les entreprises, et c'est notamment très souvent le cas des PME, des ETI, chez qui le savoir est concentré chez quelques sachants, et qui a un vrai enjeu de continuité de savoir, de formation. Et là, il y a des nouveaux cas d'usage très intéressants qui émergent. On va avoir ensuite d'autres catégories qui sont de cas d'usage plus transverses, qui sont moins uniquement liées au monde industriel, que ce soit sur la partie marketing-vente. Je le dis quand même parce que même si on n'y reviendra pas en détail, après on va se concentrer sur des cas d'usage plus spécifiques au monde de l'industrie, mais on a quand même beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui et qui sont, je dirais, démocratisées, améliorées ces 2 dernières années grâce à l'IA générative, qui permettent très simplement et de façon beaucoup plus accessible financièrement de construire des campagnes marketing, des contenus, des outils d'aide à la vente, de renforcer le service client de façon beaucoup plus efficace. Et puis, Julien me disait qu'il y avait notamment plusieurs personnes, des ressources humaines autour de ce Teams et de ce webinaire. Donc, pour illustrer aussi sur les fonctions support, là, pour le coup, c'est une vraie transformation ces 2 dernières années. On voit se multiplier les cas d'usage, que ce soit pour de la bureautique augmentée. Finalement, on va tous gagner un petit peu de temps avec du compte-rendu automatique de réunion, de la traduction automatique, de la recherche et de la synthèse de documents, la génération de rapports, la gestion automatique de flux documentaires. Donc ça concerne un petit peu toutes les entreprises. Côté ressources humaines, on a maintenant la capacité à générer de façon extrêmement rapide et simple des fiches de poste pour du recrutement de nouveaux emplois, de faire du filtre de CV ou du matching de CV avec une fiche de poste. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes. Et puis on voit également les RH monter à bord de ce sujet de l'intelligence artificielle, pas uniquement pour ce qui leur concerne sur leur propre productivité, je dirais, mais également sur quelles sont les conséquences sur l'organisation du travail. Et là, les études, les premières études post-IA générative, qui sont toujours souvent un peu floues, faisaient état de potentiel de 30% d'emplois qui viendraient être automatisés via l'IA générative. Aujourd'hui, on est revenu un peu de ce chiffre qui peut faire peur sur la continuité et le futur de nos emplois. Sur un chiffre, on est toujours sur 30%, mais ce n'est pas 30% des emplois, c'est 30% des tâches aujourd'hui qui sont réalisées en moyenne par un salarié, qui peuvent être assistés par l'IA. Et ça change tout parce que ce n'est pas 30% des emplois qui sont concernés, c'est 100% des emplois, mais avec en moyenne 30% de nos tâches. Donc on ne va pas être généralement remplacé par l'IA, mais vraiment assisté par elle. Et on voit effectivement ce changement d'organisation du travail qui va se mettre en place ces prochaines années.
Maintenant, quelques exemples très précis qu'on retrouve beaucoup, qui sont un peu des blockbusters ou les futurs blockbusters qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises industrielles. D'abord, toutes les entreprises qui sont sur des secteurs où elles doivent répondre à des appels d'offres. C'est encore plus vrai pour tous ceux d'entre vous qui doivent répondre à des marchés publics. Il y a aujourd'hui la capacité à se faire aider par des solutions, par des outils qui vont permettre une analyse automatique des appels d'offres, des dossiers de consultation des entreprises quand c'est des marchés publics, qui vont pouvoir vous donner finalement comme un score de matching entre votre entreprise et un appel d'offres. Est-ce que vous avez intérêt à répondre à cet appel d'offres? Est-ce que vous avez les compétences, les savoirs pour répondre à ces appels d'offres? Et qui va vous aider ensuite dans tout le workflow, le processus de réponse à celui-ci. J'ai mis quelques captures d'écran de solutions du marché, pas parce que j'ai un intérêt particulier à les pousser, simplement pour illustrer, parce qu'il y en a beaucoup, que sur ce cas d'usage-là, vous allez plutôt être à travers l'achat de solutions sur étagère plutôt que de développement ad hoc pour vous. Et plus largement, au sein des PME, des ETI industrielles, notre conviction, c'est que l'intelligence artificielle va beaucoup rentrer via vos offreurs de solutions industrielles, mais aussi vos offreurs de solutions pour d'autres types de besoins, comme celui des appels d'offres. Si on va sur l'exemple suivant, autour de la maintenance. Alors ça, c'est un cas d'usage qui est très intéressant parce que pour beaucoup, il y a quelques années, quand on parlait d'IA dans les ateliers, dans les processus de production, d'IA dans les usines, on parlait beaucoup de maintenance préventive, de maintenance prévisionnelle, avec la promesse qu'il n'y aurait plus une machine qui tomberait en panne, parce qu'on serait en capacité d'anticiper via des capteurs, via la remontée de données, des signes avant-coureurs qui montraient qu'une machine va tomber en panne et donc on peut aller la remplacer ou la maintenir, la corriger avant qu'elle ne tombe en panne. Ça fonctionne bien, ça fonctionne très bien, même pour beaucoup de machines, parce qu'on est en capacité d'avoir des capteurs visuels, des capteurs de température, des capteurs d'infrarouge, et donc on va capter énormément d'informations. Néanmoins, je mets quand même un gros warning un petit peu sur ces sujets-là. Ça fonctionne très bien, mais le retour sur investissement n'est pas toujours au rendez-vous si on ne l'intègre pas extrêmement bien dans des processus métiers. Et notre retour d'expérience, c'est qu'il y a en moyenne de 10 à 20% maximum de machines dans une usine qui nécessitent d'être outillées pour faire de la maintenance prévisionnelle, parce que pour le reste, ça va vous coûter plus cher que ça va vous rapporter. Il faut que ces machines soient vraiment goulot d'étranglement, que finalement les pannes peuvent survenir sans qu'elles soient par de la connaissance métier déjà très prévisible par vos équipes, que l'arrêt de ces machines-là vous coûte très cher pour que ça vaille le coup d'intégrer tous ces capteurs et de faire ce travail de maintenance préventive. En complément de ce travail-là, moi j'aime beaucoup le cas d'usage de la slide suivante qui est en train de se développer de plus en plus, qui est l'optimisation de la maintenance curative. Donc ça fait moins rêver, c'est peut-être un peu moins futuriste, un peu plus terre à terre. Mais le retour sur investissement, là, il est toujours quasiment immédiat. L'objectif, c'est de diminuer au maximum le temps de panne du machine et de faciliter la tâche de l'opérateur en lui fournissant le maximum d'informations. Donc, ce qu'on est en capacité de faire aujourd'hui, c'est finalement d'utiliser la documentation technique de l'entreprise, d'utiliser votre service de ticketing, des tickets de panne, de gestion déjà des tickets de panne, d'intégrer tout cela. Alors, j'utilise quelques mots techniques sur la slide, je m'en excuse, de RAG, qui est une technique de Retrieval Augmented Generation, qui est pour utiliser finalement la force de l'IA générative sur vos bases documentaires de façon sécurisée et avec une fiabilité accrue. Et du coup, l'opérateur de maintenance, il va pouvoir interroger et pouvoir interroger par la voix dans des environnements où on a les deux mains prises, la documentation technique du produit, les tickets de panne pour dire bah, tiens, je suis en face de ce problème-là, la dernière fois qu'on a rencontré ce problème-là, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été résolu, où sont les pièces de rechange,
Si on l'intègre bien dans les processus métiers pour délivrer au bon endroit cette information, eh ben, on a un gain significatif du temps de réparation et une grande satisfaction des opérateurs terrain. C'est une façon maligne de faire rentrer l'IA dans les usines parce que là, on casse complètement la peur des opérateurs terrain parfois d'être remplacés par l'IA. Ils ont un taux de satisfaction très élevé parce qu'ils tirent puissance de l'intelligence artificielle au service de leur métier et pour leur faciliter le travail. Et ça fonctionne extrêmement bien et c'est moins coûteux à mettre en place que la maintenance prévisionnelle. Voilà, puis dernière illustration avant de laisser la parole à Philippe sur un sujet de plus en plus prégnant au sein des PME, des ETI industriels. Le savoir-faire technique est un de vos actifs clés. Il est rarement documenté parce qu'on a toujours quelque chose de plus urgent et de plus important à faire. On a une pyramide des âges en France qui fait qu'il y a de façon assez mécanique un vieillissement de ces experts, de ces sachants. Et donc, c'est comment on va utiliser l'IA pour former et pour assurer une continuité de savoir. On a aujourd'hui aussi des services qui, sous forme d'applications mobiles, vont permettre de capter le savoir-faire technique des sachants via une documentation qui peut être en direct des gestes techniques. On va pouvoir faire, je suis devant telle problématique technique, je décris ce que je fais, je prends des images, je prends évidemment des vidéos, ça va me transformer tout ça dans une documentation technique propre et définie selon les règles de l'entreprise. Moi, expert, je n'aurai plus qu'à valider la fiche que ça va me proposer. Et ça va me permettre ensuite, quand un jeune arrive devant cette même problématique ou en formation, de pouvoir utiliser ce savoir-là, de pouvoir interagir via une commande vocale ou via du texte en langage naturel avec ces bases documentaires. Et là, on a un vrai bond en avant en matière de diffusion, de transmission des savoirs, d'enrichissement de la documentation. Et là, encore une fois, c'est des bons usages d'implémentation parce qu'on a une vraie valorisation des experts et des sachants qui, du coup, adoptent ces nouvelles technologies et comment dire, l'interface vocale aide beaucoup parce qu'on est en capacité de corriger tout un peu nos problèmes de vocabulaire. On est en capacité de faire du multilangue aussi pour des gens qui n'auraient pas un français natif et de remettre ça dans une documentation propre. Et donc les employés, les collaborateurs, d'un coup, vont beaucoup plus documenter tout ce qu'ils font. Donc ça fonctionne aussi extrêmement bien et c'est en train de se développer aujourd'hui dans plusieurs PME-ETI. Voilà, je laisse maintenant Philippe compléter sur d'autres types de technologies utilisées et d'autres types de cas d'usage. Oui, merci Jonathan. Bon, je pense que je vais rentrer un petit peu en profondeur. Tu as balayé en largeur le spectre des applications qui peuvent être concernées par les apports des technologies de l'intelligence artificielle. Je veux dire, ce sont des technologies extrêmement diffusives. Et comme tu l'as bien souligné à l'instant, il ne s'agit pas de remplacer, mais d'augmenter ce que sont les activités disons, traditionnelles des entreprises. Je vais revenir sur quelques-unes d'entre elles, sur tout ce qui concerne la production, et à ce titre, on va illustrer comment elles apportent par la capacité d'extraire des informations en très grand nombre avec beaucoup de capacité de traitement des incertitudes et des résolutions de problèmes complexes, notamment de planification dans des espaces de très grande dimension aux tâches que sont celles de l'automatisation, de l'optimisation des moyens de production. Il permet, les technologies de l'IA permettent aussi de traiter des données que l'on dit multimodales avec des niveaux de complexité qui sont très élevés et de pouvoir extraire des informations qui sont notamment utiles à faire du diagnostic, mais traiter des choses qui sont avec un très fort contenu physiques, par exemple, qui ne sont pas forcément accessibles aux opérateurs.
et puis de donner des possibilités d'intégrer l'ensemble de ces informations dans des représentations plus globales, voire de pouvoir par la suite simuler le comportement de systèmes avec des altérations que l'on pourrait virtualiser de manière à pouvoir accéder à des effets qui seraient induits et qui modifieraient le comportement, les performances du système. Voilà, ça donne des capacités d'exploration qui sont extrêmement importantes, notamment aussi dans les phases de conception, par le biais de la simulation, peut être augmentée par ces modèles basés, données, hybridés avec des modèles physiques. On va les illustrer juste après. Puis je vais parvenir sur ce que disait tout à l'heure Jonathan, tout ce qui est production interactive, exploitation de grandes sources de données, production de documents, qui sont des choses qui maintenant sont presque rentrées dans la pratique, non pas du quotidien, mais quand même pour un grand nombre, on commence à céder de ce qui est rendu accessible de manière assez simple aujourd'hui. Voilà, donc on va balayer ça très, très rapidement. Maria, si tu veux avancer. Voilà, donc je parlais de production. On peut automatiser donc avec des intégrations de composants logiciels, notamment satisfaisant des contraintes de ce que l'on appelle l'embarqué en termes de frugalité, mais aussi de robustesse, alors que ce soit pour planifier des activités de production élémentaire, voire même jusqu'aux trajectoires, mais aussi d'exploiter la combinaison d'informations que l'on pourrait extraire de capteurs de vision pour classifier des objets, les localiser et ensuite induire des mouvements sur des systèmes de manipulation robotisée qui éviteraient les contraintes liées à l'environnement. Voilà, on peut donc avoir comme perspective de réaliser des tâches relativement complexes ou à très haut niveau de complexité par le fait de l'enrichissement par les technologies de l'IA qui sont de nature à permettre des mises en œuvre qui parfois sont à temps très contraints et qui dépassent de manière substantielle quand même les capacités de traitement d'un opérateur. Donc voilà, j'ai mis quelques exemples de technologies qui sont mises à profit pour aborder ce genre de problème, notamment pour illustrer le fait qu'elles sont en très grande diversité et que si on veut les considérer dans une certaine variété assez large, eh bien, voilà, il faut se faire aider par des soutiens de personnes qui ont, je pense, la mesure de l'état de l'art et qui permettent d'en faire l'usage le plus approprié aujourd'hui. Voilà, donc toute une classe de technologies qui est destinée à des opérations de production. Le traitement, c'est par là aussi que l'intelligence artificielle s'est beaucoup développée dans le traitement des images, des images extraites de capteurs, disons, avec des modalités maintenant relativement larges. Donc, exploiter ces sources d'informations, pourquoi pas les coupler avec des sources d'excitation de manière à pouvoir accéder à la détection de défauts ou de propriétés particulières, en analyser la nocivité, les cartographier, remettre ça sur des modèles 3D des objets sur lesquels on travaille, de manière à avoir une forme de continuité numérique, et puis se doter par d'autres technologies de l'IA de moyens de diagnostic jusqu'à du compte-rendu automatique. Tout à l'heure, Jonathan parlait des LLM et des RAG. Voilà, ce sont des technologies qui sont tout à fait pertinentes pour mettre en œuvre ces phases
d'exploitation et de suivi, de traçabilité de l'ensemble des opérations de maintenance. Donc du traitement qui est très très largement augmenté par des capacités à considérer des sources de données qui sont relativement variées et puis explorer ce que sont les conséquences de ces observations sur le comportement d'un système. On peut avoir voilà, donc les problèmes, le e-commerce en est l'illustration ultime. Je veux dire, Amazon fait usage de ces technologies de manière extrêmement dense pour résoudre des problèmes de planification à très très grande échelle. Je veux dire, ça va du clic de votre commande jusqu'à l'observation du tour de roue des robots qui sont utilisés pour accéder au magasin et faire la fabrication de vos commandes. Voilà, donc résoudre ces problèmes-là presque à l'échelle planétaire, ça vous donne une idée de ce que l'on peut aujourd'hui traiter en termes de complexité de problèmes pour planifier tout un ensemble d'activités, observer l'état des stocks, pourquoi pas le prédire, et puis faire des choses qui sont beaucoup plus centrées sur des connaissances de produits, leur localisation, leurs propriétés, qui peuvent induire des choix particuliers dans la façon par laquelle on paletise, on les conditionne, ainsi de suite. Enfin, vous voyez, on peut traiter, je pense, des problèmes à très grande échelle avec des niveaux de perception, si je puis dire, de certaines propriétés ou de connaissances sur les propriétés et d'exploitation de ces connaissances qui sont extrêmement, extrêmement fines. Donc, voilà, je ne vais pas détailler plus, mais tout à l'heure, on parlait de la maintenance, mais aussi de la conception de systèmes. On peut avoir accès à des informations qui sont issues d'un certain nombre de capteurs que l'on peut intégrer dans des modèles de représentation globaux des produits, de systèmes qui permettent par la simulation de combiner à la fois des représentations basées sur des connaissances expertes, des connaissances modélisées, et puis des connaissances relatives à une représentation instantanée des objets ou des phénomènes en question à travers des capteurs pour se doter de capacités d'observation très larges, plus des capacités d'exploration en simulant, comme je l'évoquais tout à l'heure, la création de défauts. J'en ai mis un exemple ici sur des défauts qui sont sur des pales de rotor pour voir comment le taux de compression, par exemple, peut être altéré par les dégradations sur la géométrie des pales. Donc, des choses qui sont extrêmement complexes que l'on peut aujourd'hui appréhender par ces technologies. Et je redis ce que je disais au tout début, on parle bien d'augmentation et pas de substitution par les technologies de l'intelligence artificielle. Voilà. Ce qui est tout à fait clair aujourd'hui, c'est qu'il ne s'agit pas de petits composants qui vont avoir des opportunités d'usage dans tel ou tel contexte industriel, mais il y a des investissements énormes, colossaux, qui sont faits par des majors, je parle de NVIDIA, qui sont des sociétés qui développent, qui ont commencé par développer des technologies d'architecture, de GPU, ainsi de suite, qui donnent justement la capacité de mettre en œuvre ces technologies algorithmiques, voilà, qui maintenant se combinent, des architectures se combinent à des environnements logiciels qui sont rendus accessibles sur ces machines et qui permettent de résoudre des problèmes comme ceux que j'évoquais à l'instant en faisant l'acquisition d'un ensemble matériel et logiciel, le logiciel étant généralement offert, principalement sous la forme d'open source, pour tout un ensemble
de besoins, moyennant naturellement que vous reposiez sur les matériels de NVIDIA. Quand on parle de NVIDIA, il y a d'autres, bien sûr, offreurs qui cherchent à exister aujourd'hui, mais ce que je veux matérialiser là, c'est la puissance des investissements qui sont consacrés à ces technologies aujourd'hui, qui ne sont plus des technologies anecdotiques, mais à très très fort impact et qui vont vraisemblablement avoir un effet très important sur un ensemble de domaines d'activité dans l'industrie. Et donc, Philippe, si je comprends bien, et Jonathan, on peut presque tout imaginer, en fait, grâce à ces technologies puissantes et extrêmement variées. On peut imaginer n'importe quelle fonction demain potentiellement assistée ou automatisée grâce à ces technologies qui commencent à gagner vraiment des niveaux de maturité de plus en plus élevés. C'est plus du tout au stade de laboratoire. Oui, enfin, au moins considéré, et je pense, et on en parlera juste après, mais que il faut se reposer sur des avis de personnes qui ont un niveau d'expertise suffisant pour discerner les bons choix, les difficultés liées aux implémentations parce qu'elles existent. Je veux dire, ce n'est pas des technologies de presse-bouton. Pour un certain nombre, elles le sont, mais je veux dire, ChatGPT en est un exemple. Je veux dire, pour bon nombre d'autres, il y a un niveau d'exigence qui induit le fait d'avoir accès à des expertises qui permettent de discerner les bons choix et le potentiel de chacune d'elles. Juste pour compléter, je dirais juste sur effectivement, est-ce qu'on est capable d'imaginer tout? Oui, forcément, avec toutes les entreprises, je pense que en une demi-heure, on est en capacité d'identifier beaucoup de cas d'usage qui potentiellement apporteraient de la valeur. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une nécessité quand même de prioriser les projets, de penser valeur métier avant technicité. Ça, c'est très important. Et surtout, même si là, on voit qu'il y a plein de choses qui sont faciles, il faut aussi avoir en tête que si créer un proof of concept n'a jamais été aussi facile aujourd'hui sur l'IA, l'adoption industrielle d'un projet d'intelligence artificielle peut rester compliquée. C'est des sujets qu'il faut toujours bien cadrer en amont. Il faut impliquer les utilisateurs dès le début du projet. Et pour certains nombres d'usages, il y a des usages qui sont déjà très matures et sur lesquels nos conseils, c'est plutôt essayer à ce moment-là de s'appuyer sur des solutions logicielles. Vous allez avoir des cas d'usage plus cœur de métier qui vont nécessiter des développements spécifiques. On reste, même si c'est des choses qui sont de plus en plus matures, qui fonctionnent de mieux en mieux, sur un territoire d'innovation, sur lequel il faut aussi parfois accepter l'échec pour réussir des usages qui vont apporter beaucoup de valeur. Donc voilà, l'IA, elle devient accessible même pour les petites entreprises. On va pouvoir faire de plus en plus de choses. Ça reste effectivement néanmoins des projets sur lesquels il va falloir chercher de l'expertise, de la gestion de projets classique mais bien cadré, et de bien définir les KPI métiers qu'on veut, les indicateurs métiers qu'on veut, sur lesquels on veut travailler pour s'assurer du bon succès, et puis mettre l'humain au cœur de ces solutions, enfin pour s'assurer du succès des projets qu'on veut mener. Très bien. Là, c'est un graphique, Philippe, si tu peux Oui, dire un mot sur. je veux pas pour introduire la suite, comme le disait Jonathan, ce sont des technologies exigeantes d'un point de vue de leur contenu technique, difficiles d'accès pour un certain nombre. Leur déploiement, leur mise en œuvre est conditionnée par un ensemble de paramètres voilà, qu'il est nécessaire d'appréhender. Donc, à niveau national et à travers la BPI notamment, mais aussi à un niveau européen à travers Digital Europe et l'émanation qui en est donnée à travers les IDIH, il y a tout un ensemble de soutiens qui sont proposés aux entreprises pour explorer le potentiel d'usage, les conditions, mieux maîtriser les conditions du déploiement et puis mettre, disons, ces technologies au cœur d'un ensemble de développement moyen-long terme avec des ambitions
peut-être plus importante en termes d'accès à des technologies innovantes. Voilà, donc ça se fait dans l'ensemble des domaines d'activité des sociétés, hein, mais ce que je veux souligner là, c'est que à travers les soutiens de la BPI et de Dynamique comme DIH, il y a une focalisation particulière qui est faite sur les usages dans le cadre de l'industrie manufacturière, qui doivent permettre ces usages d'augmenter, qui ont plein de vertus, pas seulement d'augmenter les capacités de production, mais de sûreté, de sécurité, de qualité de l'activité de l'homme au travail, et ainsi de suite. Donc, c'est ce dont on va parler maintenant, c'est ces offres de soutien là, qui sont proposées au niveau national comme au niveau européen, mais réduites, enfin mises en œuvre au niveau régional, eh bien, permettent, je pense, de faire ce travail d'exploration. Très bien. Merci. Nous avons justement, Julien, je te laisse la parole. Oui. Donc, ce qui était important pour nous, c'était de voir aussi la possibilité que les TPE-PME puissent s'emparer de ces solutions. Donc, avec moi ce matin, donc Jean-Luc Lanoël, dirigeant de l'entreprise Sotomeca. Donc, Jean-Luc, si tu peux en 2 mots nous présenter l'activité de l'entreprise et puis la taille, pour qu'on ait une idée du contexte. Oui, l'entreprise, bonjour à tous. On est 2 sociétés qui sont réunies sur un groupe qui s'appelle Sotocas, donc Sotomeca et Cruanas. L'une est en Sud-Gironde, l'autre est en Sud-Ouest Lot-et-Garonne. Le groupe, nous sommes 90 personnes et nous sommes spécialisés dans tout ce qui est outillage, sous-ensemble semi-fini et fini. Et nous travaillons depuis maintenant une 15aine d'années sur l'automatisation, les automatismes, les machines automatiques et la robotisation, puisque nous possédons aujourd'hui 9 machines robotisées. Voilà. Nous travaillons principalement dans les secteurs de, je vais dire, ASD, aéronautique, spatiale, défense. Et nous sommes équipés de machines, malheureusement, aujourd'hui, qui sont plutôt étrangères, japonaises, dont on a dessus développé toute la partie automatisme. Donc, comment vous êtes posé la question de l'intelligence artificielle et sur quel cas d'usage par rapport aux activités de tes entreprises? Alors nous, on a démarré sur la partie production, donc production, productivité, etc. Et le fait est aussi qu'on est dans des zones éminemment rurales et donc nous avons, comme tout le monde, des problèmes de recrutement, des problèmes comme les entreprises que nous possédons. Moi, j'ai créé la première il y a 33 ans, donc vous imaginez qu'il y a pas mal de départs à la retraite. Il y a des personnes aussi qui peuvent être en vacances, qui peuvent être absentes. Il y a tout un tas de situations qui font que les compétences que l'on a, parce qu'on avait et on a toujours de très grandes compétences de nos opérateurs et de nos opératrices, et on a voulu les impliquer fortement dans le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et donc le début et la genèse, c'était de dire, ben voilà, comment je récupère toutes ces informations de la partie process, de la partie gamme. Il y a des opérateurs qui ont des sensibilités pour obtenir une qualité spécifique de surface de pièces, d'optimisation du process, etc. Et petit à petit, on le perdait, ou alors on le perdait tout simplement parce qu'il fallait le retrouver dans la partie informatisée ou pas, ou papier ou autre, et donc c'était compliqué. Et donc on a dit, ben, on va démarrer sur l'intelligence artificielle qui nous permet de regarder où se situe ce process et de l'optimiser. Voilà, ça c'est le départ. Et ensuite sur la production, donc la production machine, je suis parti plusieurs années au Japon pour s'informer de ce qui se faisait sur les machines-outils, et donc les machines-outils qui sont robotisées, avec, et vous en avez parlé, toute la partie capteur qui permet d'obtenir des renseignements importants sur la fiabilité machine, sur la maintenance prédictive, sur le process, sur la simulation. Et donc, on a adapté tout ça sur aujourd'hui 3 de nos machines qui sont de dernière génération, qui sont robotisées et dont on a une aide à la programmation. Alors, de par le fait qu'on travaille exclusivement sur le 3D de la pièce et avec des vitesses très importantes et ultra rapides de programmation.
Ensuite, sur le process d'usinage, on a récolté tous les fruits, je dirais, de nos collaborateurs et de nos collaboratrices au fur et à mesure, on va dire, des 20 dernières années. Et on a optimisé de façon à ce que sur la commande numérique de la machine et sur les postes déportés de programmation, on a ce renseignement qui permet d'optimiser la gamme d'usinage et d'optimiser le process. Voilà. Donc ça, pour nous, c'est très, très important parce qu'on se rappelle qu'il y a 3 ans, on avait fait une pièce similaire et que l'opérateur, il avait trouvé une solution technique, qu'il avait trouvé une solution d'amélioration, que la surface correspondait parfaitement au cahier des charges et le contrôle qualité aussi, puisqu'on a des capteurs qui nous permettent, dans la machine, de contrôler le 3D de la pièce. Donc ça, pour nous, ça a été le départ et la genèse, la production, la machine, la robotique et les conditions de travail. Voilà. Et il y a combien de temps, ça ? On a démarré déjà, alors on va dire une quinzaine d'années sur l'automatisation, une dizaine d'années sur la robotique et j'allais dire 2 ans et demi sur l'intelligence artificielle, sur le début de l'intelligence artificielle, mais qui nous permet de faire ça aujourd'hui. Donc on a parlé de jumeaux numériques, d'automatisation, de robotisation. Ça s'est traduit chez nous par le fait des investissements machines et des postes déportés. Voilà. Et on a lié, et vous l'avez souligné tout à l'heure sur le côté humain, on a lié beaucoup de réunions participatives, collaboratives, surtout avec nos coopérateurs et coopératrices, et ça a été très très bien perçu. Très 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 bien perçu. Donc voilà le démarrage un petit peu de Sotomeca et Cruanas dans la partie intelligence artificielle. Alors, est-ce qu'il y a il y a eu des écueils, des freins, des difficultés dans cette mise en place Alors le frein, il y en a quelques-uns quand même, parce que il faut upgrader tout ce qui est dans l'entreprise. Donc ça demande du temps. Ça demande de l'adhésion de tout le monde. Et vous avez parlé des RH aussi, ça demande l'adhésion des RH, ça demande l'adhésion, je veux dire, de tous les secteurs de l'entreprise. Donc ça, c'est pas un frein en soi, mais ça demande du temps. Ça demande beaucoup de formation. Donc la formation, on l'a pas forcément dans nos zones, etc. Il faut envoyer les personnes relativement loin. Voire au Japon ou à Paris ou même en Allemagne, comme ça, dans des pays assez loin. Il y a très peu de formations qui se font in situ dans l'entreprise. Donc ça, c'est un frein. Et puis après, il y a quand même le coût. On en parle souvent, mais jamais assez. Mais le coût aujourd'hui, pour passer toutes ces étapes-là, il est important. Il est important dans l'investissement humain, il est important dans le coût que génèrent les logiciels appropriés, parce que les logiciels appropriés aujourd'hui, pour tout vous dire, avec un peu de recul, ils sont quand même pas donnés. Ils sont pas gratuits dans le monde professionnel, donc et ça nécessite une maintenance qui est accrue aussi. Donc il y a un coût général annuel qui est important et ça, c'est quand même un frein. C'est un frein pour une PME comme nous, qui sommes 90 personnes, qui réalisons 10 millions de chiffres d'affaires, qui investissons chaque année plus d'1 million d'euros, et donc c'est très important pour nous. Alors pourquoi est-ce qu'on investit dans des solutions d'intelligence artificielle? Pour quel gain, pour quel bénéfice alors? Alors d'abord, nous, on avait une problématique, c'est que dans nos zones aujourd'hui, en étant en France et avec le système français que je ne décris pas parce que j'adore la France et nos territoires ruraux, il faut être compétitif. Il faut nos concurrents, on a quand même quelques concurrents sur le plan national, sur le plan régional, national, mais on a aussi des concurrents qui sont à la frontière, donc qui sont à proximité, comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie de l'autre côté, puis en remontant les pays de l'Est qu'on connaît, la Tchécoslovaquie, etc. Donc tous ces pays-là, ils vont aussi vite que nous, sinon certains plus vite. J'ai été très surpris en visitant et en faisant genre de veille concurrentielle, de s'apercevoir que tout le monde s'automatise, tout le monde se robotise et tout le monde va très vite sur l'intelligence artificielle. Et nous, il a fallu engager aussi le pas, et puis surtout pour répondre en réactivité à nos donneurs d'ordre. Bon, on travaille dans l'ASD, donc on travaille avec Ariane, Dassault, la DGA. C'est des clients qui demandent une réactivité accrue, et notamment cette réactivité pour essayer d'exister toujours à proximité et éviter
que le travail régional, on va dire, ou national, ne parte dans des pays étrangers. Bon, voilà, donc nous, ça a été un leitmotiv important, et ça a quand même été une demande très importante aussi de nos clients, de nos donneurs d'ordre, avec qui on a pu contractualiser les choses, mais il faut avoir cette réactivité. Puis après, dernier point, la précision. On a une grande précision, un suivi, et on a largement amélioré je dirais, notre planification, parce que les machines, elles nous donnent tous les renseignements nécessaires possibles à la planification. Vous avez parlé des goulots d'étranglement, etc. Donc ça, c'est hyper important, et ça permet de rassurer nos donneurs d'ordre aussi. Donc voilà, l'important au départ, c'était ça. Et puis, il y a un point important qu'on souligne, alors que vous soulignez, parce que vous avez parlé du côté humain, c'est que le personnel qui s'engage dans cette voie-là, de façon très simpliste, il est plus polyvalent, il est mieux rémunéré, donc vous avez plus de chances de le conserver, de le garder, de pérenniser son emploi et de pérenniser l'entreprise. Donc il y a aussi un confort de travail. On est dans une ambiance qui est beaucoup plus propre que ce que n'a été l'industrie il y a certaines années, et donc on optimise toute la partie je dirais, poste de travail et ergonomie du poste de travail, et confort de travail, pour résumer, le bien-être au travail. Donc pour ça, nous aussi, c'est bien été accepté d'un point de vue humain de l'entreprise alors. Elles ont été très très bien acceptées. Voilà. Après, il faut passer le saut technologique, donc il faut accompagner nos coopérateurs, coopératrices par une formation qui est bien sûr plus importante. Tout le monde, évidemment, ne peut pas passer le pas, mais on a engagé beaucoup de personnes, on va dire 70-80% du personnel. Alors, quelles sont les futures étapes pour Sotomeka et Cruana sur l'intelligence artificielle, d'autres projets en cours de réflexion, de la production? Alors, avec votre présentation, des fois on se dit, et moi en tant que chef d'entreprise, on a fait un petit pas et un saut technologique qui est sympa. L'intelligence artificielle, on commence à en utiliser un tout petit bout, mais on s'aperçoit aussi qu'on est très loin de ce qu'on pourrait faire avec. Et tout ce que vous avez présenté est formidable, parce que ça nous ouvre des perspectives qui sont intéressantes. Moi, j'en avais une dont j'avais déjà posé la question à l'UMM, à toi, Julien, etc., à la ADI. Et à BPI France, il y a une chose importante, c'était les devis. Vous avez parlé des réponses aux appels d'offres dits publics. Nous, on en fait beaucoup. Et pour résumer la situation de ce qu'on fait, on a 5 personnes entre les chargés d'affaires, une partie des achats pour connaître l'investissement qu'il y a à mettre dessus, des outillages, etc., et des composants, de la matière première. Voilà. Et toutes ces personnes-là, on a 5 personnes temps plein qui font du devis. Alors que ce soit du devis relativement standard, normal, ou des appels d'offres publics, on en fait beaucoup pour les marchés publics. La DGA, par exemple, c'est que des appels d'offres publics. Et 5 personnes, pour résumer la situation, on fait une moyenne générale, on a un coût qui est de plus de 300 000 € à l'année. Bon. Voilà où vous pourrez nous apporter, vous en avez parlé, vous avez mis un slide qui est très intéressant sur l'intelligence artificielle, ce qu'elle propose. Procurer comme aide sur le devis et l'appel d'offres. Donc en effet, si 30% des actions de ces 5 personnes pouvaient être soulagées par une solution d'intelligence artificielle, ça ferait gagner encore plus en performance. Ça serait un grand confort pour eux, parce que un confort, pourquoi j'en parle aussi? Parce que éplucher, vous l'avez souligné, un dossier technique qui peut faire 100 pages, 200 pages, 300 pages, avec des conditions aujourd'hui techniques, technologiques, mais aussi juridiques, parce qu'il faut, dans un dossier, il y a la partie juridique, mais ça va leur donner un grand confort. Ils vont se rappeler hyper facilement de ce qu'ils ont fait les dernières fois, de là où il y avait peut-être des choses plus compliquées à savoir, à demander, des supports juridiques qui sont complexes. Donc ça va beaucoup les aider. Et puis après, on va pouvoir faire autre chose, et des fois quelque chose de plus sympathique. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Luc. Maria, alors comment? J'ai peut-être une dernière question à Jean-Luc, si vous permettez. Est-ce que vous avez un conseil à donner à nos participants aujourd'hui, les entreprises qui vous écoutent? Par où commencer? Vraiment, la première étape cruciale pour vous, ce serait quoi? Alors, nous aujourd'hui, on est très heureux d'avoir commencé avec l'aide
de tous les intervenants que vous avez ici, que ce soit la région, l'UIMM, BPI, que ce soit ADI, etc. On l'a fait, on est très content de l'avoir fait parce qu'on existe encore aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a une dizaine d'années, on va dire, allez, grosso modo, la crise après 2008 et les différentes crises qu'on a connues, une PME comme nous, les questions, c'était comment on fait pour exister demain, comment on fait pour être performant. Bon, ben, l'IA aujourd'hui, enfin, les automatismes, la robotique et l'IA nous permet d'être toujours présents en Sud-Gironde et en Sud-Ouest Lot-et-Garonne, dans des territoires éminemment ruraux. Et je pense que c'est une bonne chose et on est relativement serein pour l'avenir. Les crises, on ne sait plus à quelle crise on va être sollicité ou mangé. Mais voilà, ça nous apporte ça. Donc je dirais aux entreprises, collègues, concurrentes et amis aussi, parce qu'on en a, on a un cluster où on a beaucoup d'amitiés d'entreprises dans le cluster. Foncez sur l'IA. Super, c'est un très bon conseil. Merci beaucoup, Monsieur Lanoël. Est-ce que, Julien, on a des questions dans le chat? Est-ce qu'il faut qu'on laisse un petit temps Non, pas encore, mais comme il est 9h35, si on veut tenir le timing, je pense que Maria, tu pourrais finit. toi aussi nous donner quelques conseils alors pour se lancer dans l'IA pour les TPE, PME. Tout à fait, c'était une très bonne transition justement, grâce à ce témoignage d'entreprise très positif. Donc, si on veut vous donner quelques pistes, quelques voilà, tips d'expérience tirés de nos entreprises qui ont déjà sauté le pas, quelles sont les étapes qu'on vous préconise, qui ne sont pas obligatoires dans l'ordre que j'ai présenté, mais il était évident que pour démarrer un projet d'intégration des technologies à base d'intelligence artificielle dans nos entreprises, il est important de bien l'aligner, le niveau stratégique de la réflexion de votre entreprise avec le niveau technique et opérationnel de déploiement de ces technologies. Donc, si je peux plutôt synthétiser et résumer les conseils qui ont été déjà donnés par-ci, par-là lors de cette présentation, commencer par une étape vraiment de réflexion stratégique et vous pouvez faire un atelier à l'interne, par exemple, au niveau de la direction et le personnel, pour lister vraiment les différents cas d'usage, qu'il s'agisse vraiment de cas plutôt rouleau d'étranglement ou des cas métiers, pour savoir où est-ce que l'intelligence artificielle et le fait d'automatiser des tâches pourraient vous apporter de la valeur ajoutée. Et donc, une fois que vous avez fait la liste plus ou moins exhaustive, parce que vous avez vu des cas présentés par des entreprises confrères ou demandés par vos clients, comme citait justement M. Lanoël, ou par ailleurs, parce que vous avez entendu parler de telle ou telle technologie, bah, vous pouvez faire en fait un listing et prioriser après avec quelques critères simples que vous pouvez utiliser, comme par exemple, qu'est-ce que ça me coûte? Qu'est-ce que ça pourrait éventuellement rapporter? Parce qu'aujourd'hui, le ROI approximatif, pas très exact, mais pourrait se faire assez facilement. On vient d'en avoir une démonstration sur l'exemple de visage de la fonction de devis par le bureau d'études d'une entreprise. Et puis, est-ce que techniquement, c'est opérationnellement, je suis en capacité de réaliser ce projet, oui ou non, et dans quelles conditions? Donc voilà, faites un petit exercice stratégique et puis gardez surtout ces états de réflexion qui vont nourrir au fur et à mesure votre parcours d'intégration des technologies à base d'intelligence artificielle. Donc une fois que vous avez détecté les potentiels cas d'usage et vous avez choisi qu'est-ce que vous allez commencer en priorité, dans quel ordre, etc., avec quel timing aussi, la question du calendrier elle est aussi essentielle, hein. Vous pouvez passer au choix de technologie qui est aussi très importante. Vous avez vu que vous avez aujourd'hui un choix entre prendre une technologie sur étagère, entre guillemets, donc qui est développée par des offreurs de solutions, des sociétés qu'on dit peut-être start-up ou plus ou moins matures sur étagère, ou de développer votre propre architecture à partir de vos propres données, votre propre intelligence artificielle qui est un projet propre de l'entreprise. Là encore, le choix, il vous appartient et il est stratégique. Il est essentiel de bien avoir l'ensemble des critères de choix en tête avant de faire cette décision. Et puis, dans cette décision, dans ces étapes,
la question de l'équipe, elle est primordiale parce que ça nécessite de l'expertise. L'intégration des technologies pointues nécessite des connaissances. Donc, il y a bien sûr des formations qui existent et qui se démultiplient. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs qui proposent des formations. Et il est important aussi de ne pas perdre, voilà, trouver vraiment le bon équilibre entre le métier en lien avec ces technologies innovantes et avancées et les métiers traditionnels. Donc, comment est-ce que je fais le bon pari en misant vraiment sur les bonnes expertises, les bonnes méthodes et le bon avancement des personnes au sein de mon entreprise? Parce que et ce qui est génial, au fait, avec le témoignage de Sotomeka, c'est que j'ai noté que l'IA aujourd'hui est plutôt marqueur de l'attractivité RH de l'entreprise. Et ça, c'est formidable. Ça veut dire que vraiment toutes les strates de l'entreprise ont été associées à l'intégration de ces technologies-là et il n'y a pas eu de réticence ou des personnes laissées de côté qui se sont senties peut-être abandonnées et menacées par ces technologies, ce qui peut malheureusement parfois arriver. Donc vraiment, la question de l'humain, elle est centrale. Et donc pour déployer à la fin, quand vous allez déployer, ce n'est pas la fin en fait en soi, c'est quelque chose de cyclique qui peut revenir sur l'étape 1 de nouveau plusieurs fois même. Vous pouvez faire le tour de ces étapes. Il est conseillé en fait de bien garder votre feuille de route avec vous et de démarrer progressivement en fait par des projets de déploiement plutôt simples qui vont vous donner de la confiance, qui vont montrer aux équipes de la motivation aussi, et de dire, voilà, ça fonctionne, ça vous soulage peut-être sur certaines tâches, ça vous permet d'aller plus vite, et donc ça motive au fait le reste à l'intégration encore plus importante de ces technologies-là. Et effectivement, le point important, c'est comment est-ce que je prépare le passage à l'échelle industrielle, parce qu'effectivement, les expérimentations et le passage à l'échelle industrielle peuvent être deux choses différentes et les choses ne se passent au niveau de l'innovation pas toujours prévu. Effectivement, donc on ne sait pas quel résultat on arrive à la fin. Il y a plus on s'approche du sujet, plus on le voit. Donc, pour cela, bah, appuyez-vous sur toutes les solutions offertes que vous pouvez identifier. Appuyez-vous sur les sociétés aux forces de solutions, des startups, mais aussi des dispositifs et des acteurs experts publics et parapublics qui peuvent exister en région ou ailleurs. Je vais vous en expliquer quelques-uns après. Je vous laisse une slide parce que j'ai beaucoup de texte, mais justement, comment on fait des choix stratégiques entre choisir plutôt une solution IA sur étagère qui existe déjà et qui est développée peut-être par une société extérieure à mon entreprise, ou est-ce que je passe plutôt à un développement d'un projet d'intelligence artificielle, de technologie à base d'intelligence artificielle propre? Donc, vous avez quelques critères et critères d'opportunité et de risque, en fait, parce que ça représente les deux. Il n'y a pas une seule solution qui s'appliquerait à tout le monde. Mais encore une fois, c'est vraiment un choix stratégique de chaque entreprise qui vous appartient et il est possible de faire une sorte de l'état de l'art, de benchmark de solutions, des listings, des propositions externes des entreprises IA sur étagère, des services qui peuvent être proposés, par exemple, dans le cadre de nos accompagnements dynamiques, pour que vous puissiez après faire un arbitrage en connaissance de vraiment l'ensemble de paramètres que ces solutions vous apportent et puis faire le choix dans un second temps pour savoir est-ce que je déploie quelque chose, je développe avec mes propres compétences qui en appartiendra que à mon entreprise et qui je serai souverain là-dessus. On a parlé aussi de la vulnérabilité des données et puis des lieux d'hébergement et des questions de sécurité et de risque peuvent être très importantes là-dessus. Donc voilà, vous garderez cette slide précisément pour savoir comment prendre cette décision. Et avant de terminer avec les bons conseils, les erreurs à éviter, vraiment de manquer de vision stratégique. Il y a beaucoup de projets, près de la moitié, de déploiement de technologies à base d'IA qui peuvent malheureusement échouer si on manque de vision stratégique et d'alignement entre la vision stratégique de la direction et opérationnel terrain. Donc, il est très important, la cohésion d'équipe et des temps de discussion à multiplier
sur ces sujets-là. Donc, vraiment, prenez conscience du fait que ça peut prendre du temps, de l'investissement et de la ressource. Donc, sous-estimer les défis des données. Voilà. Est-ce que vous disposez des données? De quelle qualité elles sont? Est-ce qu'elles sont en volume nécessaire et suffisant pour pouvoir faire des projets derrière et en tirer quelque chose d'intéressant? Ne pas se précipiter sur le déploiement. Voilà. C'est en lien aussi avec la stratégie, n'est-ce pas? De poser le calendrier, les jalons et définir les KPI de réussite propres pour vos projets. Ne pas sous-estimer aussi le montant d'investissement nécessaire et ne pas ignorer l'aspect humain de tout ce qu'on a dit depuis le début. Les points de vigilance à adopter sont surtout en lien avec les risques inhérents à la sécurité et la confidentialité des données. Attention à la propriété de données quand vous collaborez avec les autres, à qui appartiennent ces données, où est-ce qu'elles sont hébergées, comment est-ce qu'elles sont sécurisées et à qui elles reviennent à la fin du projet de recherche ou d'innovation et comment est-ce que vous pouvez derrière bénéficier des développements entrepris. Sur les questions éthiques et biais, on a bien vu que malheureusement, l'IA peut aussi se tromper. Elle peut même halluciner. Donc voilà, maintenant, il y a des contrôles permanents aussi de l'humain sur ces systèmes-là. Et bah, la question de la cybersécurité, elle est aussi essentielle. Sachez qu'il existe des dispositifs qui peuvent aussi vous accompagner pour bien se mettre à un niveau de sécurité nécessaire avant de démarrer ces projets qui peuvent être plus ou moins sensibles. Donc, quels sont maintenant, une fois que vous savez tout, pour bien démarrer avec l'IA, vous avez des bons conseils des experts et de notre entreprise de témoins. Quels sont les dispositifs qui peuvent vous accompagner dans ces démarches-là? Philippe a déjà mentionné ce qu'on appelle les EDIH, ou European Digital Innovation Hubs. Ce sont les pôles européens d'innovation numérique qui ont été mis en place dans toutes les régions de France. Vous voyez sur ma carte, il n'y a pas de territoire blanc. Vraiment, dans toutes les régions, vous trouverez des interlocuteurs qui se mettent en collectif, en commun, pour vous offrir, les entreprises et les acteurs de toutes les régions de France, de l'expertise, des infrastructures et des conseils, des accompagnements pour bien identifier les bonnes technologies. Donc, vraiment la première étape de décryptage un petit peu, ou l'étape après d'appropriation ou de l'innovation. Quel que soit le niveau de maturité de votre entreprise, et quels que soient les sujets de calcul de haute performance, cybersécurité ou intelligence artificielle, grâce à la Commission européenne, vous avez ces pôles européens d'innovation numérique qui peuvent vous aider à intégrer ces technologies étape par étape et de vous moderniser pour devenir plus productif. Comment les contacter pour en savoir plus si vous n'êtes pas basé en région de Nouvelle-Aquitaine? Vous avez la liste de tous les EDIH accessibles sur le site. Je vous laisserai le lien après dans la présentation. Ou bien contactez-moi parce que moi, je peux aussi faire le lien. Nous travaillons tous en réseau et nous collaborons régulièrement avec l'ensemble de mes collègues français et européens pour bien vous assister dans ces projets d'intégration de technologies innovantes numériques. Donc, plus précisément, pour les entreprises et acteurs qui êtes basés en région de Nouvelle-Aquitaine, vous avez ce pôle d'innovation digitale qui est dynamique et qui accompagne donc les entreprises manufacturières et ayant d'activités de services à l'industrie, des bureaux d'études par exemple, ou d'intégrateurs, à aussi vous avancer par rapport à ces sujets-là. Quel que soit votre niveau de maturité, à partir du moment où vous avez une entité de production et une activité en Nouvelle-Aquitaine, et si vous faites partie d'un groupe, si vous avez moins de 3000 personnes en total, en consolidé, vous êtes éligible à cet accompagnement-là, qui peut vous permettre de bénéficier de différents services avec un taux de prise en charge considérable grâce à la subvention donc, de l'Europe et de la région Nouvelle-Aquitaine. Comment ça se passe? En fait, voilà, aujourd'hui, vous assistez à ce webinaire. Si vous êtes intéressé, vous prenez contact avec nous et nous allons vous aider à passer une évaluation de besoin, un diagnostic qui va soit tout de suite
identifier les défis sur lesquels vous souhaitez travailler d'intégration de ces technologies-là, ou il faut vous donner un coup de main, vous aider à identifier ces défis-là. Les deux sont possibles. Et puis, une fois que nous sommes d'accord sur les termes d'accompagnement, nous signons une convention et nous passons à la réalisation de ces services-là. Tout se fait à peu près à la carte. Donc, nous nous adaptons vraiment par rapport aux besoins et le niveau de maturité, comme je disais, de l'entreprise. Et ces services peuvent relever de 3 familles, peuvent être regroupés vraiment dans 3 catégories. Donc, vraiment les services de test expérimentation. Ça peut être, par exemple, du conseil technologique. Ça peut être justement l'étude pour savoir est-ce qu'il existe une technologie sur étagère pour m'aider à aller plus vite sur la fonction de devis et automatiser un certain nombre de tâches. Quels sont les différents critères qui remplissent mon cahier de charges dans ce sujet-là, par rapport à ce domaine-là? Comment est-ce que j'accède aux différents offreurs de solutions? Nous pouvons vous mettre aussi en relation avec ces personnes-là pour que vous puissiez discuter des conditions et des critères techniques de ces solutions-là. Est-ce que vous voulez tester ces solutions-là? Nous pouvons vous assister. Ou est-ce que vous souhaitez développer votre propre technologie d'intelligence artificielle? Nous vous accompagnons jusqu'à la réalisation du proof of concept, preuve de concept en français, donc d'un démonstrateur. Et à la suite, nous vous mettons en relation avec les sociétés de prestation de services pour qu'ils vous accompagnent à la réalisation de l'étape industrielle. Donc, toutes ces nouveautés nécessitent aussi, bien sûr, des formations et des accompagnements RH. Nous proposons une liste de formations qui peut être plus ou moins adaptée par rapport à vos besoins. Il y a des formations qui sont un peu figées en collectif, où il est possible tout à fait de créer des formations de toutes pièces par rapport à un besoin donné d'une entreprise ou un contexte ou un secteur d'activité. Et puis, les accompagnements RH peuvent aussi aider quand vous faites appel, par exemple, à un stagiaire pour travailler sur un sujet technique et il a besoin d'un accompagnement spécialiste sur qui il peut s'adosser pour bien développer son projet. Donc, nous pouvons, dans Dynamique, mettre à disposition de l'expertise dans ce cadre-là ou justement travailler sur la transmission de savoir des différentes fonctions initiées dans l'entreprise. Et puis, bon, voilà, la question de l'investissement, combien ça va nous coûter et est-ce qu'il y a des soutiens financiers? On est bien conscient que ça peut être important pour les structures plus ou moins grandes d'ailleurs. Donc, nous avons des services de recherche de financement public, privé, pour vous accompagner dans ces projets. Voilà, un exemple de service feuille de route avec un accompagnement de type conseil pour bien identifier justement votre stratégie, la formaliser, la stratégie d'intégration des technologies à base d'intelligence artificielle. Donc, une dizaine de jours dans l'entreprise pour un reste à charge de l'ordre de 2 500 € pour l'entreprise. Et vous avez la liste donc de tous les acteurs qui font partie de ce collectif, de cette opération collective dynamique, qui sont des experts vraiment de technologie, d'accompagnement des entreprises et des industries, de recherche de financement aussi, et académique, bien sûr, école d'ingénieurs régionale. Merci beaucoup, Maria. Donc, vous l'avez compris, Dynamique, donc c'est une spécificité pour la région Nouvelle-Aquitaine, mais on va pouvoir passer à un dispositif national. Donc, Jonathan, du côté de BPI France, pour compléter. Et merci Julien. Donc BPI France, c'est effectivement peut être complémentaire de ce qui est proposé par Dynamique. On a un programme qui s'appelle IA Booster, qui est notamment dans le cadre des grands projets France 2030, en 4 phases pour aider les PME et les TI à intégrer des usages et des solutions d'intelligence artificielle. On a pensé ce programme pour répondre à ce qu'on voit aux principaux écueils de diffusion de ces usages et technologies au sein des PME TI. Donc les 3 gros freins qu'on retrouve généralement, c'est 1, je n'ai pas d'expertise, je n'ai pas de compétences en interne et je ne sais pas où aller la chercher, du coup je ne sais pas comment commencer. 2, je n'ai pas une idée très claire des cas d'usage qui peuvent vraiment m'apporter de la valeur et donc tant que je ne sais pas la valeur que je peux en tirer, j'y vais pas. Et puis 3, j'ai peur que ça me coûte trop cher. Je réfléchis surtout coût et pas forcément investissement d'ailleurs.
et que ce soit que pour des grandes entreprises qui aient beaucoup de données, beaucoup d'argent. Donc on essaye de défaire ces fausses croyances à travers ce programme d'accompagnement. La phase 1, c'est une phase qui est 100% gratuite, accessible à tout le monde. Il suffit de se créer un compte sur BPI France Université. C'est un programme de formation, de sensibilisation, d'acculturation. Il y a un parcours de 16 heures de formation qui est bien pensé sur l'intelligence artificielle, à la fois avec la reprise des grands concepts de ce que c'est que l'IA, comment ça fonctionne, de ce que c'est que l'IA générative. Donc, grands concepts, définition, les risques aussi associés, les opportunités. On a une grande partie autour des cas d'usage. Quels sont les cas d'usage que je peux intégrer dans ma stratégie d'entreprise? Il y a plusieurs webinaires qui représentent différents secteurs d'activité. Et puis, la troisième partie, c'est des tutos très pratiques sur comment j'intègre l'IA au quotidien, de façon très pragmatique, comment je gère un projet IA. Donc tout ça, c'est cette première phase de sensibilisation d'acculturation qui est gratuite et accessible à tous, qui est vraiment de la formation qui est dédiée, on l'a pensé, pour des dirigeants d'entreprise. La phase 2 et 3, on va être sur plutôt un accompagnement conseil. Donc, la phase 2, notre diagnostic data IA, c'est un peu le blockbuster de l'année 2024 sur la partie IA. L'objectif, c'est à travers 10 jours d'accompagnement par un consultant expert intelligence artificielle sélectionné et référencé par BPI France, d'avoir une cartographie de tous les usages IA qui serait pertinent, à valeur pour votre entreprise. Donc, le consultant va aller finalement cartographier ces différents usages dans vos différents métiers, commencer à les prioriser et puis à regarder quelles sont les conditions qu'il faudrait mettre en œuvre pour pouvoir, pour pouvoir le mettre en œuvre. Ça, c'est 10 jours d'accompagnement qui est valorisé à 13 000 €, qui est subventionné à 50% aujourd'hui par France 2030. Donc, il y a un reste à charge de 6 500 pour l'entreprise. En fin de phase 2, on a donc toute une liste de cas d'usage qui commence à être priorisée. On a un plan d'action un peu de transformation globale. Et ça, effectivement, c'est une phase qui est absolument clé. En sortie, on va basculer sur le choix de l'approche IA. Vous allez pouvoir sélectionner un ou deux cas d'usage qui sont ceux a priori sur lesquels vous voulez commencer en premier. Et là, on va faire une étude de faisabilité beaucoup plus détaillée sur ces deux cas d'usage, savoir est-ce que c'est plutôt l'achat d'une solution sur étagère, est-ce que c'est plutôt du développement sur mesure, combien ça va me coûter, en combien de temps je peux déployer la solution, puis combien ça peut me rapporter pour finalement avoir un dossier d'aide à la décision à la fin de ces 10 jours sur ceux ou ces 2 ou 3 maximum cas d'usage que vous voulez lancer de façon prioritaire. Ça, c'est aussi 13 000 € subventionnés à 50%, donc 6 500 € de reste à charge entreprise. J'insiste sur le fait que tous nos experts IA aujourd'hui référencés dans le cadre de ce programme IA Booster sont des experts qui sont habitués à mener cette phase plutôt de conseil et de cadrage amont, mais aussi à réaliser des projets IA. Donc c'est vraiment aussi des techniciens de l'IA qui vont pouvoir vous accompagner sur toutes les phases ultérieures. Sur la partie mise en œuvre, aujourd'hui, la partie subvention dans le cadre de France 2030 est plutôt mise sur pause. On verra ce qui est relancé en 2025. Donc on va être plutôt sur un continuum d'offres complémentaires au sein de BPI France via par exemple des offres de financement ou d'autres partenaires. Et donc c'est effectivement dans beaucoup de régions, il y a des aides pour mettre le pied à l'étrier sur la premier proof of concept de développement de ces cas d'usage. C'est le cas en Nouvelle-Aquitaine, mais c'est aussi le cas dans de nombreuses autres régions. Donc ça, ces 4 phases sont ce qui constitue IA Booster. Et si on va juste sur la slide, en conclusion, sur la slide suivante, voilà, alors j'ai pas remis avec les derniers chiffres de fin 2024 les chiffres. Diag Data IA, on en aura fait 600 en 2024. Ça a été lancé en 2017, mais en fait, ça a été revu en 2023 avec France 2030. En 2020, on en faisait 60 par an. En 2024, on en aura fait 600. Donc on voit une accélération, une vraie demande sur le marché. Si vous voulez avoir toutes les informations sur comment rentrer dans ce programme, vous pouvez prendre en photo le QR code qui est celui-ci. Vous accéderez directement à la page web qui donne toutes les informations aussi d'éligibilité sur
sur ce programme-là, mais qui est extrêmement large. Et c'est un programme dont on est fier parce qu'il y a de plus en plus de quantité et un taux de satisfaction qui continue d'être assez élevé. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou tout de suite là, mais il nous reste très peu de minutes, ou à me contacter directement. Je crois que vous pourrez récupérer mes coordonnées pour en savoir plus sur le programme. Puis je mettrai dans le chat, j'ai vu la question passer au passage, si nécessaire, sur le lien BPI France Université pour la partie formation. Oui, donc on a mis le lien vers le programme IA Booster France directement dans le chat, Jonathan. Parfait. Ben, merci beaucoup à vous pour ces présentations. On arrive au terme en effet du temps qu'on s'était prévu pour les présentations. Est-ce que vous souhaiteriez peut-être nous donner 2 mots de conclusion, Philippe et Jonathan, par rapport à ce webinaire, avant que l'on puisse passer aux questions-réponses et peut-être réactiver après les micros pour ceux qui souhaiteront poser leurs questions directement à l'oral. Sinon, vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat. Donc, je vous laisse conclure. Je vais bien commencer en redisant ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que ce sont des technologies qui s'offrent comme des possibilités pour augmenter tout un ensemble d'activités, que ce soit celle des machines, mais aussi d'activités humaines, que c'est très diffusif. Hein, je veux dire, c'est pas réservé à tel ou tel domaine. Il y a des cas d'usage potentiels dans tout un ensemble, presque dans toutes les activités, qu'il est souhaitable et nécessaire aborder ces opportunités de se faire aider par un environnement qualifié, si je puis dire. Voilà, du fait de la complexité, de l'exigence, notamment de l'accès à certaines de ces technologies. Donc, toutes les aides dont on vient de parler, là, que vous encouragez à chercher à les exploiter. Et je terminerai par le fait qu'il ne s'agit pas d'un épiphénomène, comme on a pu parfois le considérer antérieurement, mais bien évidemment des choses maintenant qui s'installent dans la durée avec des investissements importants, des capacités qui sont en croissance continue et qui donne, je pense, aujourd'hui des opportunités pour être mises en œuvre dans des conditions qui sont relativement facilitées, voilà, par tout un ensemble d'évolutions, que ce soit dans l'écosystème mais aussi dans les technologies. Et puis pour compléter, moi on n'a pas parlé de ce qui sera probablement un des gros mots de l'IA en 2025, qui sont les agents IA, qui sont un peu la nouvelle génération d'IA générative, où on va avoir des assistants finalement qui ne sont plus que des assistants, mais qui passent à l'action directement. Hein, on le voit déjà, par exemple, dans les taxis autonomes à San Francisco, mais qui sont déjà une réalité, ce n'est pas le futur. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on voit quand même depuis 2 ans une accélération drastique des cycles d'innovation. C'est extrêmement rapide. Donc on a aujourd'hui des choses qui fonctionnent très bien d'un point de vue théorique, mais qui vont arriver demain dans toutes les entreprises. Et pourquoi je voulais mettre ça en conclusion? Parce que mon message, moi, c'est qu'il est vraiment important de se lancer sur le sujet. Aujourd'hui, il y a plus de risques pour vous à ne pas faire de l'IA qu'à faire de l'IA. Même si ce n'est pas des sujets faciles, ce n'est pas des projets faciles, ce n'est pas des clics-boutons. Ça demande du temps, ça demande de choisir les bons sujets, ça demande un peu d'investissement. Mais là encore, même pour des budgets plus réduits, on peut aller trouver des usages qui seront... Forcément, vous n'allez pas transformer votre entreprise de fond en comble et en profondeur avec très peu d'investissement, mais il y aura des usages qui seront adaptés aussi à des investissements un peu plus limités. Donc lancez-vous, c'est vraiment le message, un pas après l'autre, mais vu les vitesses d'innovation aujourd'hui, ceux qui n'y vont pas en 2025 sur l'intelligence artificielle mettent leur entreprise, c'est une conviction profonde, en danger à horizon quelques années, parce que ceux qui le feront à côté de vous seront plus performants, que ce soit en matière de productivité, que ce soit en termes d'attractivité des nouveaux talents, etc.
Merci beaucoup, Jonathan. Maria, tu veux quelques mots, puis on va pouvoir réactiver vos micros dans le chat si vous souhaitez ensuite poser vos questions. Le seul mot juste de conclusion, c'est de bien vous accompagner dans ces projets-là. Voilà, les soutiens existent, vraiment. N'hésitez pas à aller chercher celui qui est le plus de proximité et avec qui vous vous sentez le plus à l'aise, le plus adapté. Vraiment. Donc, n'hésitez pas à commencer par là, peut-être même. Merci beaucoup, Maria. Ça y est, donc les micros ont été désactivés si vous souhaitez lever la main pour poser des questions ou sinon les inscrire dans le chat. Il y avait une question, Julien, tu m'as pointé au milieu à peu près de la présentation. Tout à fait. On nous demandait si on disposait aujourd'hui d'études sur l'impact neuropsychologique de l'accès constant à l'IA comme ressource de secours, en particulier sur la déperdition des compétences cognitives humaines, à l'image de la disparition de la mémorisation des numéros de téléphone depuis l'essor des smartphones. Je suis pas sûr, moi, d'avoir compris complètement toute la question. Enfin, je sais pas si c'est en tout cas, est-ce qu'il y a une étude aujourd'hui de l'impact de l'IA ou des études qui montrent l'impact de l'IA sur le travail et sur la façon dont on fonctionne? Oui. Il y a des travaux passionnants de certains chercheurs que je vous invite à aller suivre. Alors, j'ai pu en main déjà, voilà, il y a quelques webinaires dont un d'ailleurs qui est disponible sur BPI France Université là sur dans le parcours de formation IA de Yann Ferguson, qui est un sociologue de l'IA, qui présente un peu les aspects voilà, d'impact sur le travail. Il y a d'autres travaux qui ont été menés aussi sur l'impact sur la prise de décision. Donc ça n'est pas forcément au sujet un peu neurologique, mais comment nos prises de décision sont prises dès lors qu'elles sont assistées par l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il n'y a pas des biais cognitifs qui sont en train de se faire? L'importance du coup d'avoir des IA qui n'ont pas de biais cognitifs au maximum. Donc ce travail autour du biais des données, d'une IA de confiance est très important. Pour le reste, je dirais qu'au même titre que on apprend en marchant et parfois avec perte et fracas l'impact du smartphone sur nos vies une fois que tout le monde l'a utilisé, je pense que c'est aussi l'usage de l'IA à grande échelle qui nous donnera quelques réponses. Mais comme toute technologie, je dirais qu'on en tirera le bénéfice en fonction de ce qu'on en fait, de ce qu'on veut en faire. Et évidemment, voilà, il y a aussi des risques associés à vouloir en mettre partout et ne plus laisser l'humain au centre de la prise de décision dans l'entreprise. Oui, maîtrise de ces risques à divers titres. Hein. Ça fait l'objet de beaucoup de préoccupations, d'études qui touchent, par exemple, les, les jeunes, mais aussi les personnes âgées. Hein. Il ne faut pas considérer que les biais, mais aussi les apports que cela peut avoir dans les exercices interactifs pour la gymnastique de la mémoire. Enfin, il n'y a pas que des biais, des travers, il y a aussi des apports positifs qui sont évalués dans de nombreuses études. Je ne suis pas certain qu'on ait un recul complet sur les problèmes. Et puis, il faut savoir de quoi on parle véritablement. Je dirais. Ce sont quand même des technologies qui sont en constante évolution et qui permettent aujourd'hui d'envisager notamment de l'apprentissage continu, enfin tout un ensemble de choses qui n'étaient pas possibles hier. Donc voilà, je pense qu'il est souhaitable d'avoir, disons, un recul suffisant pour qualifier, voire disqualifier ces technologies et se fonder sur des avis scientifiques sur le sujet. Mais bon, c'est bien évidemment un sujet central. Merci beaucoup. On a une question supplémentaire dans le chat. On nous demande si vous avez des informations ou données plus approfondies concernant l'impact de l'intelligence artificielle sur l'activité marketing dans le monde de l'industrie. Alors des données, non. Ce qu'on peut, enfin des données, des chiffres précis, non. Néanmoins, les sujets marketing, relations clients, aide à la vente ressortent beaucoup dans les projets d'accompagnement qu'on peut avoir via au sein des 600 diagnostics data IA qui ont été faits cette année côté BPI France. On a aujourd'hui des sujets quand même d'impact. Enfin, les sujets d'IA dans le marketing sont beaucoup rentrés par le B2C au départ,
mais aujourd'hui ne sont absolument plus l'apanage que du B2C. On voit beaucoup de B2B et de B2B industriels qui s'y intéressent. Donc effectivement, la génération de contenu extrêmement rapide en fait partie, de contenu pertinent, le référencement sur Google, les contenus sur les réseaux sociaux en matière de visibilité. Comment on va créer aussi des plaquettes commerciales qui vont être impactantes. Donc il y a toute une partie production de contenu. Il y a une partie aussi traitement du flux d'avant-vente et commercial, un peu automatisation de ces flux de traitement. Comment je vais générer du lead, donc identifier des prospects. Comment je vais envoyer un premier contact de façon automatique. À quel moment je pousse de l'information, sur quels canaux. On voit que c'est en train de prendre de plus en plus d'ampleur sur ces sujets-là. Mais effectivement, il y a marketing et puis des gros sujets en matière de relations clients aussi. Puisque souvent, il y a peu d'équipes de relations clients. Et donc, on a maintenant des PME même qui utilisent l'IA pour avoir des services clients accessibles 24/7 ou qui assistent leurs services clients et leur force marketing d'assistants IA avec toutes les informations de l'entreprise pour être plus pertinentes dans les retours qu'ils font à leurs clients. Merci beaucoup. J'espère que ça répond à la question. N'hésitez pas à réagir dans le chat si nécessaire. On a encore le temps pour quelques questions encore. N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Philippe, Jonathan, si vous souhaitez rajouter aussi quelque chose. Et je pense qu'on pourra mettre fin à ce webinaire d'ici quelques petites minutes. Effectivement, dans ce qu'on perçoit du marché aujourd'hui, des PME et ETI industriels aujourd'hui, c'est que ça reste quand même un secteur économique qui finalement est un peu en retard dans l'intégration de l'IA quand on compare avec d'autres secteurs de l'économie, qui a longtemps effectivement cru que c'était pas forcément pour eux ou prioritaire, mais cette époque-là, elle est vraiment révolue. Côté BPI France, la quasi-totalité des dirigeants qu'on croise ont envie d'y aller, ou sont en train d'y aller, ou ils sont déjà y allés. Donc c'est une transformation qui se fait dans le temps, qui est longue, mais on voit un intérêt extrêmement fort. Et encore une fois, comme je le disais, voilà, il faut y aller, cadrer les bons sujets, et puis après l'accès à la compétence via ce qu'a présenté Maria ou via effectivement BPI France, on peut le permettre. Donc les cas d'usage qu'on a présentés sont absolument pas exhaustifs. Souvent, quand on rencontre des entreprises, on dit bah voilà, c'est quoi mon cas d'usage pour moi? Mon cas d'usage pour moi, pour vous, je sais pas vous le donner sans avoir échangé avec vous en réalité. Et donc là, on a montré quelques exemples. C'est pas si c'est parce que ces exemples vous parleraient pas complètement qu'il n'y a pas de cas d'usage pour votre entreprise. On est persuadé qu'aujourd'hui, voilà, ça concerne à peu près tout le monde. On peut souligner la nécessité d'augmenter la connaissance par l'acculturation à ces technologies pour envisager des usages. Il est bon d'avoir un peu de discernement dans la diversité et le potentiel d'apport. Et ça fait partie des soutiens que les dispositifs dont on a parlé tout à l'heure auxquels ils peuvent contribuer. Je veux dire, ce n'est pas forcément des choses extravagantes, hein, mais déjà commencer par mieux comprendre, mieux cerner ce que peut être le potentiel d'eux et les perspectives de mise en relation avec ces activités. Tout ça, ce sont des sujets qui ne sont pas très simples, hein, et je pense que même sur ces étapes-là, il peut être utile, voire nécessaire de se faire aider et d'amener à proximité des connaissances, des compétences, des expertises variées, voilà, qui permettent de progresser dans la connaissance et dans la maîtrise de ces technologies.
Merci beaucoup. Éventuellement, dans les relais qu'on peut rajouter sur ces sujets, vous avez aussi les opérateurs de compétences qui peuvent accompagner donc sur les besoins en formation de vos équipes. Donc, n'hésitez pas à les solliciter également. Je pense notamment à l'OPCO 2I qui peut être un relais complémentaire aux dispositifs qui vous ont été présentés ce matin. Merci beaucoup. Maria, je te laisse peut-être le mot de la fin, comme ça on arrêtera à 10h15. Merci. Eh bien, merci beaucoup à tous les intervenants. Merci beaucoup, Monsieur Noël, pour votre intervention et votre participation à ce webinaire. Et je pense que nous avons réussi le pari d'être suffisamment concret, suffisamment détaillé et suffisamment aussi intéressant. Je vous rappelle que la présentation ainsi que le lien vers l'enregistrement sont envoyés à tous les inscrits par mail et vous le retrouverez sur le site Dynamique. Merci beaucoup à tous. Bonne journée, à bientôt. À Au revoir. bientôt. Merci, Au revoir. au revoir.